Je vais vous résumer ce livre, l'enquête Campbell, ce beau pavé de plus de 600 pages qui est centré sur la nutrition. Ces travaux du docteur Colin Campbell vont montrer beaucoup de choses autour de la nutrition, entre autres les protéines animales. Et il s'appuie aussi sur le China Study qui à l'époque avait étudié 12 types de cancers du sein dans les populations de Chine et des États-Unis sur une période de 20 ans. On est face à des données très conséquentes. Cette édition date du mois de mai 2013 et je vais vous faire ce résumé là avec pour première partie ce que j'ai bien aimé dans son livre, c'est il y a une citation que je vais vous lire là. Si vous voulez perdre du poids en 2 semaines, alors ce livre n'est pas fait pour vous. J'en appelle à votre intelligence, non à votre capacité à suivre une recette. Et c'est ce qui me paraît très intéressant dans ce livre, c'est sa capacité à apporter des éléments, à apporter des principes pour qu'après nous soyons capables de raisonner par nous-mêmes par rapport à la nutrition. Et pas toujours se dire c'est bon, c'est mauvais, mais avoir des bases. Donc Colin Campbell était un médecin généraliste et il souligne dès le début que la nutrition n'est pas assez étudiée en faculté. Vous verrez dans ce livre 750 références à la fin, donc franchement ça s'appuie sur beaucoup de choses qui sont mises en avant et qui sont étudiées de manière contradictoire, on va dire, pour à chaque fois sortir les éléments essentiels. Il souligne aussi que bien évidemment les subventions favorisent les céréales, la viande et le lait et qu'il affirme qu'il faudrait multiplier par 10 le prix de la viande sans subvention. Donc ça peut aussi laisser supposer pourquoi, il en parle en dernière partie de son livre et je ne m'étendrai pas dessus, mais pourquoi on n'a pas entendu parler de tout ça avant, comme il dit, ben, voilà, il y a quand même beaucoup d'intérêts financiers comme souvent. Donc la première étude qu'il a pu faire sur les rats, il avait donné 20% de protéines à des rats et en finale il a obtenu 100% de cancer du foie. C'est quand même terrible. Et sur la population de rats qui était à 5% de protéines, il obtenait 0% de cancer du foie. Bon, ça fait partie des rares expériences où on arrive à avoir autant d'écart. Et un point fondamental aussi, mais vraiment important, c'est que il démontre qu'après l'apparition d'un cancer, un régime pauvre en protéines bloque le cancer. Ça, il va le redétailler par la suite, mais c'est vraiment essentiel. On reste maître de beaucoup de choses. Rien n'est jamais acquis, terminé, bloqué, quoi. Donc dans la première partie, il étudie, il fait état de tout ce qui a été fait en Chine. Et donc cette étude s'est vraiment déroulée sur beaucoup de villages chinois différents. Il va expliquer de près donc la partie protéines. Il va par exemple dire qu'aux USA, on est passé de 125 grammes de protéines à 55 grammes au niveau des recommandations. Donc il retrace bien aussi toutes les évolutions qui ont pu être faites au fur et à mesure, d'où l'intérêt aussi de se mettre à jour et de ne pas rester sur des idées anciennes, on va dire, avec des personnes qui à un moment donné ont entendu des recommandations et qui sont restées dessus. Les choses bougent, donc il faut, je pense, continuer de se mettre à jour. Aux Philippines, les enfants qui mangeaient le plus de protéines ont le plus de cancer du foie. Donc c'est une étude aussi qui a montré ça et qui est intéressant. Il parle du cancer, le déroulement avec ses phases, initiation, promotion, progression. Bon, il insiste bien sur, je ne rentrerai pas dans les détails, mais les explications de comment en fait, sur ce critère-là, sachant, on le rappelle, le cancer est multifactoriel. Donc c'est un des éléments, mais il explique bien que les protéines vont augmenter l'activité enzymatique et on va pouvoir, hélas, métaboliser plus de produits réactifs au sein des cellules et avoir un endommagement de l'ADN. Dans la partie promotion, on insiste bien sur le fait qu'il faut des années pour l'être humain à avoir développé un cancer et à pouvoir faire en sorte qu'il soit détectable. Donc des facteurs alimentaires vont entretenir la croissance, d'autres vont le ralentir. Donc sur les rats, la promotion des foyers a été stoppée en dessous de 10% de protéines. C'est un chiffre qu'on reverra par ailleurs, mais 10% de protéines, effectivement, est quelque chose qui va citer comme étant une limite raisonnable, sachant qu'effectivement les Américains moyens sont entre 15 et 16% encore aujourd'hui. Les protéines végétales,
il affirme qu'elle ne déclenche aucune croissance de cancer. Les leçons à tirer de la Chine. Donc, en Chine, on avait un dirigeant en 1970 qui mourait d'un cancer. Et à l'époque, effectivement, il a demandé à ce qu'on étudie les cancers. Ils se sont déjà rendus compte que les populations, enfin les régions les plus riches, avaient le plus de cancers. Après quoi, Campbell a lancé une nouvelle étude avec des questionnaires et a analysé plus de 6500 personnes, des analyses de sang, analyses d'urine, de ce qu'ils mangeaient. Et c'était le début d'une étude intéressante avec beaucoup de données. Et c'est là où dans son livre il va publier pas mal de graphiques et pas mal de choses intéressantes autour de ces données. Donc en Chine rurale, un chiffre important, donc en Chine rurale, ils sont entre 9 et 10% de protéines, dont un dixième de protéines animales. Ils consomment beaucoup de protéines végétales par rapport aux protéines animales. Alors, au niveau de ces graphiques, un premier graphique intéressant ici, que l'on peut voir, qui va montrer l'apport en gras et le cancer du sein. Donc on a ici en abscisse, en ordonnée, le taux de décès en fonction de l'âge pour les femmes pour 100 000 habitants. Et en abscisse, l'apport total en gras alimentaire par jour. Donc on voit tous les pays, la Thaïlande, la Philippines, le Japon, et on voit dans les pays qui effectivement se retrouvent avec plus de cancer du sein, de décès de cancer du sein, la France et les États-Unis. Donc là, on part apport total en gras. Après, il va du coup séparer les choses en parlant d'un côté l'apport en gras animal, toujours avec les mêmes critères. On va retrouver la France et les États-Unis et où on va retrouver une corrélation. Et dans ce graphique en bas, on va parler uniquement du gras végétal. Et ici, il n'y a en effet plus de corrélation. On retrouve la France et les États-Unis à ce niveau-là. Donc, dans ces conclusions, bien sûr, c'est bien le gras animal qui reste la composante la plus importante dans l'apparition des cancers du sein. Il explique aussi un phénomène intéressant qui fait que des personnes qui changent de pays et qui adoptent l'alimentation du pays d'arrivée subissent les mêmes problèmes de santé que le pays d'arrivée. Bon, ça fait réfléchir aussi. Il parle des fibres, avec un apport de fibres 3 fois plus élevé en Chine qu'aux États-Unis, en insistant aussi sur le fait qu'il ne faut pas que ce soit trop élevé non plus, parce qu'au final, il parle par exemple de l'absorption du fer qui pourrait être diminuée par une trop grande quantité de fibres. Donc, il parle de entre 30 et 35 grammes de fibres. Mais en tout cas, le taux de fibres est important. Il arrive à montrer un taux de cancer 5 à 8 fois plus élevé dans des régions qui consommaient moins de fruits, par exemple aussi avec la vitamine C. Donc voilà, après il va nous parler des maladies dites de la prospérité, donc des maladies cardiaques, avec ici un graphique qui va montrer le taux de décès suite à des maladies cardiaques parmi les hommes âgés de 55 à 59 ans dans 20 pays, mais en 1955. Donc la seule chose qu'il dit, c'est déjà à l'époque, aux États-Unis, ils avaient le plus haut taux, la France se situant ici. On va voir aussi ce petit graphique, par exemple, qui montre le taux de décès par maladie cardiovasculaire chez les hommes de 55 à 59 ans, en fonction de la consommation de protéines animales dans 20 pays différents. Donc, taux de maladie cardiovasculaire pour 100 000 habitants et pourcentage total de calories provenant des protéines animales. Donc, en fonction des pays, effectivement, la corrélation suivante. Plus on a de protéines animales, plus on a de maladies cardiaques. Alors, il explique aussi que les maladies cardiaques, on en entend moins parler, elles font moins peur. En fait, il y en a plus, on les traite mieux. Par contre, elles coûtent plus cher à la société. Donc, c'est un peu paradoxal. C'est fait partie des maladies qui sont passées un petit peu plus en silence, mais parce qu'on les répare bien, et donc, on finit par s'en satisfaire. On voit sur ce graphique, par exemple, une artère coronaire avant et après. Donc c'est avant sur cette partie petit a, avec effectivement des parties de l'artère qui sont obstruées et devenues très fines. Et donc après un régime végétarien,
comment on arrive à restaurer les artères. Là encore, l'idée que l'on peut améliorer les choses et qu'on n'a pas d'un seul coup quelque chose qui nous tombe sur la tête et qui est absolument impossible à résoudre. Il nous parle aussi du diabète à un moment donné en montrant, on voit sur ce graphique le taux d'incidence de diabète qui en fait est cette courbe ici qui descend, et on voit que pour les États-Unis, un pourcentage de gras à ce niveau-là, un pourcentage d'énergie en apport ici, et plus le pourcentage de gras diminue pour arriver au Japon ici, plus l'incidence du diabète est faible. Après, il va parler de tous les cancers, donc des cancers courants en tout cas. Donc cancer du sein, facteur de risque égale nourriture, mais pas que, comme cité tout à l'heure. Il parle bien aussi par exemple du taux d'hormones féminines élevé dans le sang, donc par exemple une puberté précoce et une ménopause tardive, ou alors encore des taux de cholestérol élevés. Par contre, la partie génétique sur le cancer du sein, lui, il affirme, c'est par rapport à ses études seulement 3%. La génétique responsable seulement à hauteur de 3% des cancers du sein. Là encore, c'est encore un message d'espoir qui dit c'est pas quelque chose qui m'est tombé dessus, c'est pas la fatalité, c'est pas impossible de s'en sortir. On va par exemple voir sur ce graphique les apports en gras, avec ici l'apport total en gras alimentaire en grammes par jour, et puis les taux de décès en fonction de l'âge pour 100 000 habitants. Donc ça c'est les taux de décès pour les femmes ici, et donc on va retrouver les États-Unis et la France. Voilà, après il va continuer dans son livre, donc sur les parties cancer, il parle du cancer des gros intestins, avec des corrélations, plus les revenus sont élevés, plus les cancers sont présents. Augmenter 10 grammes de fibres par jour, c'est 33% de risque en moins, à comparer aux 3% de génétique tout à l'heure. Voilà. Exercice physique, bien sûr, c'est important aussi. Il le cite dans son livre sur l'alimentation, une fois de plus. Je pense qu'une des erreurs pourrait être, en sortant de la lecture de ce livre, de se dire bah voilà, je mise tout sur l'alimentation. Ce n'est pas ce qu'il dit, et il le cite plusieurs fois, donc je préfère insister aussi là-dessus. Maladie auto-immune, il parle par exemple de la sclérose en plaques, qui est 100 fois plus présente dans les pays industrialisés par rapport à l'Équateur. Et ça fait 50 ans que les études l'ont montré. Entre autres, le fait que c'est lié aux produits laitiers. Au niveau de la Norvège, des choses qui ont été montrées au niveau des produits laitiers. En insistant aussi sur les produits non digérés qui risquent de passer dans le sang. Donc l'intérêt d'avoir une bonne hygiène alimentaire et une bonne hygiène de vie au général aussi pour éviter les perméabilités intestinales, par exemple. Toute une partie où il va parler des maladies des os, des reins, des yeux, au niveau du cerveau. Par exemple, je citerai juste une chose, la DMLA, qui est une chose aussi où quand ça arrive, on a l'impression que c'est vraiment terminé. La DMLA diminue de 88% en consommant des légumes. C'est quand même des chiffres qui demandent vraiment à réfléchir. Après, une grosse partie sur un guide de la bonne alimentation. Donc bien sûr, une fois qu'on a commencé à voir ça, on se dit ok, l'alimentation, comment je peux changer des choses, qu'est-ce que je peux faire pour aller dans le bon sens. Comme on parle de végétal, il parle de la B12, il rappelle que c'est présent dans les légumes non débarrassés de leur terre, c'est ce qui fait aussi que probablement on avait plus de sources de B12 avant, quand on était plus proche de la terre, qu'on cultivait nous-mêmes des choses ou qu'on les ramassait. Il avance aussi que les réserves sont estimées à 3 ans, 3 ans c'est beaucoup, et donc il dit que si on mange un peu de viande de temps en temps, en général tout va bien. Voilà. Donc les gènes ne déterminent pas la maladie, ce n'est que quand ils sont activés, et l'alimentation fait partie des déclencheurs. Une citation importante, une bonne alimentation ne fera pas que réduire une maladie, elle sera bénéfique sur tous les fronts de la santé. C'est ça aussi qui est sympa si on rentre dans une démarche de changement à cause d'une maladie. À la rigueur, on pourrait se dire, bon, ma maladie va mieux, je peux refaire comme avant ou autre, mais
on va aussi contacter beaucoup d'autres bienfaits au niveau santé. Donc l'enjeu est intéressant et va bien au-delà d'un problème ponctuel. Dans la partie comment se nourrir, une chose essentielle, parce que franchement là aussi il ne faudrait pas résumer les choses on va dire, de travers. Lui il dit qu'il conseille 0 produits animaux si on est prédisposé à une maladie dégénérative grave et invalidante. Et il dit encore ce n'est pas démontré. Donc il continue en disant on peut viser très bas, produits animaux, mais pas 0. Voilà. C'est dans cette partie comment se nourrir, c'est le résumé de ce qu'il peut dire. Là encore, sortir du livre en disant je ne mange plus de produits animaux, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr, mais ce n'est pas ce qui est affirmé dans ce livre. Donc toute une partie, j'en ai parlé au début, sur pourquoi on n'en a pas entendu parler avant. Bon, franchement, c'est pas la partie la plus rigolote et la plus positive, bien évidemment. On va parler du côté sombre de la science, du réductionnisme scientifique, la science de l'industrie, avec des histoires de gros sous. Est-ce que le gouvernement est au service de la population? Poser la question, c'est bien sûr commencer à y répondre. Et bien sûr, un système de santé avec l'idée de remettre la santé au centre et non pas la maladie. Et que le fait que aussi l'histoire se répète. Ça fait longtemps que des Socrate, Platon, Sénèque avaient pointé du doigt l'alimentation comme une chose très importante. Donc voilà ma conclusion sur ce livre. Et bien, au final, un livre qui contient beaucoup d'explications et vraiment, du coup, on rentre dans le détail, on ne reste pas sur une idée, c'est bon, c'est pas bon. Une fois de plus, apporter des principes et les intégrer pour pouvoir les comprendre, pouvoir les expliquer et pouvoir faire ses propres tests aussi. Donc, à mon sens, mangeons suffisamment de légumes et de fruits, mais pas en excès non plus, il le cite bien. Au-delà d'un certain taux de fibres, on peut avoir des problèmes d'assimilation de fer, par exemple. Et mangeons peu de protéines animales au sens large, on ne parle pas que de la viande ici, bien sûr. Voilà pour ce résumé.